activities and call 911 for immediate Okay. response. Are you Expect delays, searches of personal property, and restricted access to public buildings. okay? Are you Expect traffic delays and restrictions. Je voulais me descendre et j'ai dû me mettre à genoux et lui dire « Bah non, tire-moi pas dessus, en plus, tu vois, dans mon sac, j'ai de l'argent pour tes copains. » Des hordes de chiens sauvages qui couraient après la moto, des tortures dont on n'a jamais entendu parler. Le parachute, par exemple, qui consiste à prendre un prisonnier avec quelques gardiens et le jeter en l'air pour le laisser retomber sur le sol. Bonjour, vous êtes bien sur Sans Notes, le nouveau podcast de Richard Lerchbaum. Aujourd'hui, nous recevons le grand reporter et écrivain Jean-Pierre Perrin. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu es arrivé à cette carrière incroyable qui t'est tombée dessus, en fait, hein? Est-ce qu'elle t'est tombée dessus? Est-ce que tu as provoqué? Que tu voulais être grand reporter quand tu étais jeune? C'était quelque chose qui t'attirait ou c'est un peu par hasard, souvent des concours de circonstances qui font qu'on arrive à cette activité? Concours de circonstances, hasard, chance, mais j'ai toujours voulu être écrivain. Je me souviens avoir rédigé une rédaction, un devoir, avec la question qu'on pose vers la 5e ou la 6e, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et j'avais déjà répondu à cette époque écrivain. Alors, c'est un peu paradoxal parce que j'ai écrit des livres assez tardivement, vers 40 ans. Mais c'est parce qu'avant, je ne me sentais pas assez sûr. Et le journalisme, peut-être, est venu à retarder ce moment, sans doute. Mais la première vocation était celle d'être écrivain. Et quand je me suis mis à faire du journalisme, je me suis senti plutôt à l'aise, donc j'ai continué. L'écriture, ça a été une manière pour toi d'assumer cette volonté que tu avais d'être écrivain, mais c'est aussi un exercice qui est plutôt pas évident au début. Très vite, dans les écoles de journalisme et dans les rédactions aussi, on dit aux jeunes journalistes qu'il ne faut pas qu'ils se mettent trop en avant, que c'est just the facts, comme on dit en anglais. Est-ce que tu as été impressionné, pas impressionné, mais est-ce que tu t'es rendu compte très vite que le journalisme était quand même fixé dans des cadres très, très rigides? Alors moi, j'ai commencé à l'AFP et effectivement, j'ai couvert notamment le début de la révolution iranienne, enfin après qu'elle ait triomphé, le début de la guerre Iran-Irak. Et je me souviens avoir écrit un article sur un personnage absolument incroyable, une sorte de démiurge du début de la révolution islamique, qui était l'ayatollah, qui n'était pas ayatollah d'ailleurs, Cheikh Al-Khali. Cheikh Al-Khali qui était considéré comme un des pires bourreaux, et à tel point qu'il avait été ensuite un peu marginalisé par le régime, et on lui avait confié la lutte contre la drogue. Et j'avais été le voir chez lui à un moment donné où il faisait exploser des stocks et des stocks de drogue. Il était devenu complètement intoxiqué, il avait inhalé trop de substances toxiques et il s'était mis à danser au milieu des sacs de drogue. Et j'avais raconté tout ça en mettant un peu d'humour et en ne le prenant pas très au sérieux, même si le personnage était très très inquiétant, parce qu'il m'avait dit si je trouve ensuite un gramme de quelque chose sur vous, je vous fais fusiller contre le mur là. Donc c'était un personnage inquiétant, mais là, le voir danser, le voir complètement hilar, ce triste, sinistre personnage, j'avais raconté ça, et il m'a dit mais non, 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 on fait du factuel. Que vous vous gaussiez de ce personnage, ça peut vous amuser vous, mais c'est pas ce qu'on vous demande. Et c'est pour ça qu'après quelques années, je suis passé dans un quotidien, Libération, où ce genre de récit était possible. Donc, tu arrives à Libération en quelle année? 1992, après avoir été petit journaliste, sans que ça soit péjoratif, mais en province, notamment à Dijon et à Besançon. Et puis ensuite, je suis parti directement en Iran. Et puis après, j'ai dirigé pendant 3 ans le bureau régional de l'AFP dans le golfe arabo-persique, qui s'occupait notamment de l'Irak, de l'Arabie saoudite, des pays C'était du où Golfe, exactement? qui était localisé dans l'émirat de Bahreïn. D'accord, à Bahreïn. Mm. Donc, tu es resté 3 ans à Bahreïn. Oui. D'accord. Tout ça pour le compte de l'AFP? Tout ça pour le compte de l'AFP, oui. Oui, oui. D'accord. Mais est-ce que là, à cette époque-là, ils essayaient de freiner quand tu avais comme ça des montées de... Non, parce que quand tu es directeur, tu changes un peu de statut et donc on ose moins t'embêter. Voilà. Puis D'accord. peut-être que aussi j'avais mis un peu
d'eau dans mon Pernod, quoi. Oui, sans doute. Et donc, tu arrives à Libération en 92. Alors là, c'est un peu la grande époque de Libé. Oui, C'est le journal de référence. Même sans être complètement à gauche, les gens le lisaient tout aussi bien. C'est aussi un journal qui a beaucoup d'informations et qui avait mis une grande emphase sur le côté étranger, justement. oui, il y avait un poste vacant de chef de service adjoint. Moi, je venais de la rédaction en chef de l'AFP, où j'avais fini par être aussi rédacteur en chef adjoint, quelque chose comme ça. Et donc, je m'occupais du service étranger, et l'adaptation était un peu dure quand même. Et à l'AFP, on câline personne. À l'IB, il fallait câliner un peu les grands reporters, qui sont Ah ouais. des personnages un peu fragiles parfois, pas C'était tous. qui les grands reporters de l'époque, hein, à part toi, qui n'étaient pas Ils n'étaient encore. pas, oui, oui, moi bon, il y avait Marc Ravès, évidemment. D'accord. Il y avait Sorge Chalandon, il y avait Jean Asfeld, qui sont tous devenus des écrivains, du moins pour Asfeld et Chalandon. Oui. Ouais, Asfeld qui avait écrit sur la guerre au Rwanda. Absolument, oui, oui, qui a fait une série remarquable sur la guerre au Rwanda. C'est saisissant. Saisissant, absolument. C'est tout Avec à un nouveau fait style, avec. Oui, oui. extraordinaire. Ouais. Oui. Et aussi en ex-Yougoslavie qui avait fait. Absolument, oui, oui, ses premiers livres sont sur l'ex-Yougoslavie. Il y a une espèce de mode comme ça de journalistes qui devenaient écrivains tout en restant journalistes. Parce que je crois qu'à l'époque, ces gens-là ne quittaient pas Libé. Ils étaient toujours à Libé, mais ils écrivaient des bouquins à côté. Puis à un moment donné, il partait. Oui. C'est ça. Il partait soit pour écrire. Enfin, Jean a été grièvement blessé à Sarajevo, donc. Bon, je ne sais pas ce qu'il a fait partir, je ne vais pas en parler. Mais Est-ce qu'à Libé, il y avait, tu crois qu'ils ont quand même apporté, ça a été le style Libé a été quand même une école, oui. une école, un déclencheur Absolument, ouais. de laisser parler. Les longs récits en particulier, qu'on pouvait étaler sur plusieurs pages lorsque l'événement en valait la peine. On aimait aussi ce qui était bien écrit plutôt, donc ce qui me convenait tout à fait. Moi, j'attache beaucoup d'importance au style. Un reportage, même si l'événement est fort, peut devenir assez vite ennuyeux si le style est plat. Alors, je crois que la mise en valeur de l'événement par le style est quelque chose d'important. Puis évidemment, ça devient une passerelle pour passer à la littérature, même si je pense, là, je veux dire avec assez de franchise, en général, les romans écrits par des journalistes sont rarement très bons, avec les exceptions qu'on vient de donner. Il se reste en général, le journaliste a du mal à s'abstraire du réel. Or, il faut que l'imagination l'emporte quand même sur le réel, sauf si on fait du récit d'événements. Le style Libé aussi, il y avait une certaine, un petit côté rock'n'roll, hein. Oui, bien sûr. C'était quand même un journal de jeunes, pour les jeunes, peut-être pas fait par des gens si jeunes, mais qui était du tout moins apprécié par les gens d'une certaine génération. Il y avait déjà la liberté, c'est-à-dire que, je vais prendre un exemple, j'ai beaucoup suivi les événements israélo-palestiniens. D'un correspondant à l'autre, ça changeait le point de vue. Les uns étaient un peu plus pro-palestiniens que d'autres, voire un peu plus pro-israéliens que d'autres. Et donc tous ceux qui faisaient des analyses en disant « Ah, Libé a changé, il est devenu plus ceci, plus cela, plus sioniste, plus pro-arabe ». Non, en fait, ça dépendait uniquement de la personnalité du correspondant. Et il n'y avait pas derrière une volonté de changer quoi que ce soit. C'est ça. Il y a des titres, ouais, il y a des articles dont je me souviens moi-même, que tu avais écrit que je lisais à l'époque, notamment sur Dostum, je crois, sur Oui, le Dostum, seigneur de oui. guerre en Afghanistan. C'est marrant parce que je m'en rappelle 25 ans plus tard, et c'est quand même des articles qui ont été très, très réussis, quoi. On les lisait de A à Z. Il y a pas Dostum, on ne peut pas. Ouais, oui, mais c'est toi aussi. C'est Dostum à On ne travers peut pas, toi on ne qui. peut pas. C'est le personnage défie totalement, transcende toutes les cases. Enfin, c'est un sale type évidemment, c'est un criminel de guerre, voire davantage. Mais il lui arrive tellement d'histoires rocambolesques, il est tellement un personnage hors du commun. C'est un soulard invétéré. C'est une sorte de cavalier mongol, si je puis dire, qui pille et rasille tout sur son passage, mais en même temps, c'est lui qui a contribué à faire chuter le régime communiste de Kaboul, après l'avoir servi par ailleurs. Donc on est avec un personnage qui nous ramène quasiment à Gengis Khan, donc à Gengis Khan. Mais évidemment, pas à la même échelle. Justement, je ne veux pas te lancer des fleurs. Moi, je ne suis pas trop dans la célébration
absolu de celui avec qui je m'entretiens, mais c'est vrai qu'il y a un côté presque Jules Verne en fait dans ce que tu écrivais à l'époque, notamment sur Dostum et Dostum, hein, je ne sais pas si on prononce comme ça. Mais il y avait un côté Jules Verne de découverte et en même temps d'épique. Il y avait un souffle épique tout en étant très informatif. C'est quand même un pari, une gageure absolue, quoi, en fait. Oui, alors avec Dostum, comment raconter Dostum sans cacher toutes les horreurs? C'est quand même un type qui faisait passer sur ses prisonniers des chars, qui a enfermé des centaines de talibans dans des containers pour les faire crever de soif et de chaleur. Enfin, vraiment un type terrible. Et en même temps, pour l'avoir un petit peu fréquenté, je me suis jamais senti mal à l'aise avec lui. C'est ça le paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut être à côté d'un grand criminel de guerre et en même temps, le trouver plutôt sympa, boire un thé avec lui, avec des limites bien sûr, parce que moi j'avais rendez-vous avec lui, j'en avais assez de l'attendre. Une journée ça va, une journée et demie ça commence à bien faire, je vais m'en aller. Immédiatement, ces gardes pointent leur kalachnikov sur moi en me disant: «Tu ne t'en vas pas avant d'avoir vu le chef». Vous voyez? Mais en même temps après, une fois qu'il était là, on avait envie de rigoler avec lui, mais c'est vrai que on ne savait pas encore je ne savais pas encore à ce moment-là de quelles horreurs il était capable de faire. Horreur, erreur, Horreur, erreur, oui, le lapsus, oui. c'est marrant. Et donc, ce qui nous amène à l'Afghanistan. Alors, l'Afghanistan, ça a été un peu comme un révélateur pour toi. Je sais pas, j'ai l'impression que ça a été quand même une révélation, ce pays. Tu as puisé Beaucoup une de espèce choses. de vérité absolue sur l'homme, finalement. C'est mon université. Voilà, c'est là que j'ai beaucoup plus appris que dans une école de journalisme ou ailleurs. C'est l'université en ce sens que tu apprends à qui tu es, c'est-à-dire tes faiblesses, tes carences, tes peurs, tes lâchetés, si tu es capable de courage ou pas. L'expérience physique, parce que c'est extrêmement physique, l'Afghanistan, il faut se taper en une journée, par exemple, de 2-3 cols à 4000 voire 5000 mètres. Donc, tu deviens une sorte de personnage fantomatique, tu maigris, tu flottes dans tes vêtements et tu as d'étranges, peut-être, je ne dirais pas hallucinations, le mot est trop fort, mais après avoir beaucoup d'épreuves physiques, au sommet d'un col, parfois tu sens que tu as atteint un autre chose. Peut-être que des alpinistes ont les mêmes impressions, mais et ça, j'ai retrouvé ça dans les écrits des explorateurs, espions et voyageurs anglais du temps de l'Empire des Indes, qui se hasardaient aussi en Afghanistan et qui avaient des sortes de les mêmes expériences. Ils n'y allaient pas là-bas pour l'argent, peut-être un peu pour la gloire, mais qui parlent dans leurs écrits, qui sont souvent des écrits soignés, merveilleusement bien écrits, qui se sentent ce sentiment de flotter. Voilà, on flotte au sommet quasi. au-dessus des cimes. Après, évidemment, on retombe avec c'est la fatigue, l'épuisement, le sentiment qu'on ne va pas arriver au bout, qu'on va crever en chemin. Et puis il y a ces moments ces bouffées d'oxygène, mais oxygène comme une drogue en quelque sorte. C'est une révélation quasi nietzschéenne. C'est un surmoi qui apparaît, que tu ne connaissais pas et Et qui, qui s'enfuit très vite, hein. et qui s'enfuit très vite, hein. Ouais. Heureusement, parce que sinon, Oui. tu restes en haut du sommet et tu ne redescends Ouais. plus jamais, quoi. Oui, un petit peu, oui, oui, oui. Mais c'est on trimballe avec soi beaucoup de choses, parce qu'il faut vaincre le temps passé. On peut marcher 23 heures de suite, par exemple. Et là, il faut essayer, dans ta tête, que tu te racontes des histoires pour ne pas voir la longueur du chemin, pour ne pas dire il me reste encore 18 heures à marcher, parce que tu sais à peu près combien de temps tu vas. Encore qu'avec les Afghans, on ne sait jamais quand on arrive. On sait quand on part, mais on arrive toujours dans l'heure qui suit. Et l'heure qui suit, ça peut être 15, 16 ou 18 heures plus tard. Donc, ils disent toujours Kamast, il y a peu à faire encore. Et là, non, il y a beaucoup encore à faire. Et donc, là, tu te racontes des histoires dans ta tête. Et là, tu bâtis des romans éventuellement, parce que ça te permet d'alléger ton fardeau. Ah oui, tu as la matière, là. Il y a la matière, oui. Alors les ampoules, très vite, parce qu'on trimballe des ampoules énormes, te rappellent à la réalité, mais il y a quand même cette dimension l'imaginaire est un compagnon de voyage. Et justement, tu dis que ce qui est bien de fréquenter les guérillas, c'est qu'on découvre mieux le pays comme ça. Oui, C'est-à-dire, à pied, oui, bien sûr. j'ai beaucoup aimé cette, Je crois que c'est la seule façon phase de découvrir vraiment un pays, c'est à pied sur les chemins, oui. avec des guérilleros. Avec une escorte, oui, oui. Alors moi, j'ai un peu triché dans ma vie parce que j'aimais beaucoup l'Afghanistan que j'ai connu avant la guerre, donc quand c'était encore un pays
pacifique, qui a totalement muté. L'Afghanistan d'aujourd'hui n'a plus aucun rapport avec l'Afghanistan que j'ai connu. J'étais guide de voyage, par exemple. Mais justement, Et donc, pour aider ce pays, j'ai fait quelques livraisons de monnaie sonnante et trébuchante, enfin, en l'occurrence des billets plutôt, à quelques groupes de la résistance afghane. Ce qui m'a permis justement de connaître mieux le pays, puisque à ce moment-là, évidemment, il faut traverser souvent l'Afghanistan pour leur livrer la somme d'argent, par ailleurs assez ridicule au regard des besoins que je rapportais. justement, j'ai vu un documentaire il n'y a pas si longtemps sur l'évacuation terrible de l'aéroport, au moment aussi où il y a eu l'explosion qui a fait je ne sais Oui. plus combien de morts. Et sans connaître l'Afghanistan ni être un expert comme toi, je me suis posé la question, je me suis dit, mais bon, on va parler vulgairement, mais c'est comme ça, c'est what the fuck? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à un tel fiasco, un tel massacre d'innocents complètement absurde? On est en absurdie en même temps et on sent qu'il y a des calculs derrière. Enfin, c'est l'horreur totale, le bordel total finalement. Bah, l'Afghanistan, c'est devenu l'Absurdistan. C'est ça. Et donc là, si tu parles de la fin de la présence occidentale, enfin la défaite occidentale, la déroute occidentale donc de 2021, 22, j'ai oublié. Là, effectivement, on a quelque chose qui est impensable parce que lorsque les forces occidentales, américaines évidemment d'abord, prennent l'Afghanistan aux talibans après le 11 septembre, la population afghane les accueille à bras ouverts, à l'exception de quelques zones dans le sud ou dans l'est. Mais en général, le soldat américain et occidental est le bienvenu. Il les délivre des talibans. Et 20 ans après, on voit ces mêmes talibans revenir triomphalement. Et là, on a une déroute des armées occidentales, à commencer par l'armée américaine, absolument terrifiante. Donc là, j'ai essayé dans un livre de chercher quelles erreurs avaient été faites pour qu'on arrive d'une situation où on est les bienvenus à une situation où on est peut-être pas haï, mais en tout cas, on ne veut plus se battre aux côtés des Occidentaux. Alors, la somme d'erreurs commises par l'armée américaine et les armées en général qui sont intervenues dans le pays, c'est-à-dire 42 ou 43 armées différentes qui ont combattu les talibans. On arrive à une somme d'erreurs colossale et là on tombe des nues quand on voit la légèreté des politiques à l'égard d'Afghanistan. Ils n'avaient aucune connaissance du pays. Ils faisaient tout ce qu'il ne fallait pas faire, il n'y a pas une erreur qu'ils n'ont pas commise, et on en est arrivé là à la victoire de l'Afghanistan, et ce pauvre pays est complètement maintenant euh, assommé avec la situation des femmes qui est sans doute la pire au monde. Justement, tu as voyagé un moment avec des soldats français dans une espèce de Humvee, dans un véhicule blindé, et on a vraiment l'impression, avant que tu en parles, avant que dans le texte, on voit la comparaison que tu fais avec Hearts of Darkness de Conrad. Moi, je me suis mis en tête de trouver une comparaison avec Apocalypse Now, avec ce bateau qui remonte la rivière pour retrouver graduellement de plus en plus l'horreur et l'enfer. Et on sent tout à fait dans ce véhicule blindé que tu as été comme ça, tu as eu l'impression, tu as compris pourquoi ça n'allait pas finalement. Oui, alors c'est pas non plus la même, je ne ferai pas la même comparaison, parce que moi c'était quand même un voyage qui n'a pas été très dangereux. Bon, la menace était là, mais on n'a pas affronté. Donc mais je me souviens très bien quand je suis revenu à la base, un jeune officier me dit bienvenue chez les cons, à la base de Kaboul. Je lui dis mais pourquoi vous dites ça, lieutenant? Et il me dit ben, vous voyez bien, regardez, on est couvert de poussière, on s'est battu la nuit, donc on a nos rangers qui ne sont pas cirés, on a le calot de travers, et on va tomber sur des officiers supérieurs qui vont nous en faire le reproche. Pour ça, je dis bienvenue chez les cons, ils ne savent même pas ce qu'on a vécu. Et alors ça, je l'ai raconté. Hein, bienvenue chez les cons. Il avait ajouté cette phrase, ces officiers qui ne commandent qu'à leur photocopieuse. Et ça, évidemment, ça m'a immédiatement blacklisté pour des années.
je ne pouvais plus rejoindre un détachement de l'armée française ou que ce soit parce que j'avais raconté cette phrase de cet officier. Pour aller vers un autre extrême, il y a aussi ce passage où tu vas dans la plaine où il y a une bataille entre les Russes qui s'est déroulée 20 ans ou 30 ans avant, entre les Russes et les Afghans, et où tu entends des bruits, enfin, il y a une véritable confrontation avec le surnaturel. Alors ça, c'est pas moi, effectivement, j'en parle dans un roman, je cite des articles de la... Tu l'as pas vécu. Je ne l'ai pas vécu, non, non, mais je D'accord. cite d'excellents journaux américains, New York Times par exemple, et, qui racontent effectivement des récits de soldats qui ont été confrontés au surnaturel et qui parlent pas seulement de visions qu'ils ont eues, mais des odeurs, par exemple, et des bruits. Et les récits coïncident, c'est-à-dire que les soldats racontent que finalement, il y avait des odeurs de charnier la nuit, des bruits mystérieux, les fréquences radio étaient brouillées, qu'ils avaient l'impression d'ombre et qu'on leur parlait en russe, par exemple. Alors, c'était des soldats aguerris. Et c'est pas un ou deux soldats. Ah non, 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 non. Plusieurs dizaines. Il y a eu 2-3 articles sur ces phénomènes surnaturels, extranaturels, qui évidemment pour un romancier sont du pain béni. On a la guerre avec cette dimension extraordinaire au sens premier du terme. Et là, moi, ces récits, je les ai pris très très au sérieux. Ça fourmillait de détails véridiques et je n'ai pas d'explication évidemment. L'Afghanistan, en fait, c'est un truc qui t'a emmené en fait aux limites de l'homme. C'est les limites ultimes, l'horreur, la torture, mais l'aventure aussi, l'épique, le souffle épique. C'est tout Ah, un. mais il y a un jour en Afghanistan, pas du temps du moins de l'invasion soviétique, avec les guérilleros dans les montagnes, un jour ne va pas sans une aventure extraordinaire. J'ai fait en particulier une traversée d'un désert à dos de dromadaire. Ça a été quelque chose d'invraisemblable. Il y a eu un des chameliers a essayé de me tuer, il a même essayé de me violer sur le chameau. Enfin, il y a des choses qui sont absolument incroyables. Des trucs qu'on ne va pas vivre tous les jours. Non, c'est sûr. on se retrouve face à un pistolet braqué sur vous parce que le type s'est mal comporté avec vous et que vous lui avez dit une insulte dont vous ne saviez pas vraiment le sens et que lui, il a très très mal pris, que son honneur s'est trouvé donc en danger. Et pour venger son honneur, il fallait descendre celui qui lui avait dit un pareil mot. Je me souviens, le mot c'était biwakov. Et ce mot biwakov, j'ai jamais su vraiment ce qu'il voulait dire, mais lui, il a très bien compris. Et donc, il a voulu me descendre et j'ai dû me mettre à genoux et lui dire bah non, tire-moi pas dessus. En plus, tu vois, dans mon sac, j'ai de l'argent pour tes copains. Et donc, ça l'a calmé un peu. Et donc, il y a ce genre de choses. Le jour suivant, c'était sur une moto et j'avais des hordes de chiens sauvages qui couraient après la moto. Ouais, c'était formidable, l'Afghanistan. Moi, j'aurais jamais pensé pouvoir vivre des choses aussi à la fois dramatiques, mais en même temps précieuses, finalement. Ça enrichit la vie. Je me rappelle avoir vu une interview avec un soldat américain qui disait qu'il avait fait l'Irak et l'Afghanistan. Il disait en Irak, on contrôle à peu près ce qui se passe, on comprend du moins ce qui se passe. En Afghanistan, on ne comprend rien, on est complètement dépassé, c'est hors de nous, quoi. On peut comprendre quand même. Hein. Il y a pas de, il y a beaucoup d'irrationnel, mais en même temps, il y a comme des invariables. Je veux dire, il y a des choses qui ne bougent pas. Moi, je pense que je connais beaucoup mieux l'Afghanistan, je comprends beaucoup mieux l'Afghanistan maintenant que lorsque je débutais, où j'ai fait toutes les erreurs possibles. Entre l'Afghanistan et le monde arabe que tu as rejoint, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment, est-ce que ça a été une coupure ou tu es reparti très vite vers la Syrie, le Liban, l'Iran? Non, j'ai couvert l'Afghanistan. J'aime pas le mot dire couvrir, mais par facilité, on va l'employer. Je préfère dire, j'ai suivi l'Afghanistan. J'ai commencé par l'Iran, après j'ai suivi l'Afghanistan, et puis au bout d'un moment, une fois que je suis entré à Libé, ben, je me suis occupé du Proche et du Moyen-Orient. J'ai réuni un petit peu pour la couverture de ces pays qui ne se ressemblent pas du tout, même s'ils ont quand même un certain nombre de points communs. Donc je passais alternativement de l'un à l'autre en fonction des événements. Je n'ai pas que fait suivre des guerres, hein, j'ai suivi des élections,
traiter des sujets plus culturels, voilà. Est-ce que quand même tu avais pas l'impression à l'époque, mais comme aujourd'hui, d'ailleurs, que c'était un sujet, le Proche et le Moyen-Orient qui était un peu faisandé? C'est-à-dire, on part de très haut, de très bas et on ne peut pas vraiment avancer, beaucoup plus. Alors on peut informer, mais est-ce qu'on a les clés du problème, quand on se penche sur le sujet ou? On n'a jamais les clés du problème, on a peut-être, heu, l'impression peut-être de les avoir, mais on ne les a pas. Il y a toujours quelque chose qui nous échappe, en particulier en Iran en particulier. Exemple, on a vraiment cru vers 1998, qu'avec l'arrivée des réformistes, le système allait bouger et moi-même j'y ai cru. Aujourd'hui évidemment, je me rends bien compte que tout ça n'a été qu'une illusion, qu'on peut parler d'illusion réformiste, que jamais l'Iran ne bougerait avec les réformistes. Et ça, il a fallu quand même quelques années pour que l'on s'en rende compte. Donc je reconnais bien humblement m'être trompé en validant cette impression que les réformistes pouvaient changer quelque chose. Ça, c'est un exemple. Donc, comment dire, l'état profond, pour reprendre une expression peut-être qui n'est pas trop aimée, qui est en plus galvaudée, mais quand même il existe. Il y a un état profond en Iran qui est incarné par le guide suprême, par les gardiens de la révolution, par les services de sécurité, par l'institution judiciaire. Très difficile de comprendre comment fonctionne cet état profond, par exemple. Même après des années et des années, ça fait des années et des années que j'écris sur l'Iran, et pour appréhender cet état profond, il reste encore à mes yeux un peu mystérieux. Donc, tu t'intéresses plus à un moment de ta carrière, un peu moins à l'Afghanistan et un peu plus au Moyen-Orient quand même? C'est quand même une répartition, assez claire, hein? Je me suis jamais intéressé exclusivement à l'Afghanistan, hein. J'ai jamais fait plus d'un ou deux voyages par an quand même. Donc, Heu, non, pendant une période, oui, je me suis intéressé beaucoup à l'Afghanistan, mais j'ai toujours gardé quand même un peu un regard tourné vers l'Afghanistan, même quand je me suis intéressé à d'autres pays. C'est quand même, c'est un peu l'Afghanistan, c'est un petit peu le, comme regard qu'on porte sur sa jeunesse, quoi. Voilà. Et on arrive à la Syrie, un des pays que tu as suivi donc. Qu'est-ce que tu penses de la situation là? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? On a rien compris. Une fois de plus, on n'a rien compris. On a été dépassé par les événements. Il y a un changement de pouvoir totalement brusque. Le gars se retrouve en Russie, on s'y attend pas du tout. Donc, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va se passer à ton avis? On a un régime complètement pourri, complètement usé, complètement corrompu jusqu'à la moelle, qui ne tenait que par le soutien iranien et le soutien russe. À partir du moment où ces deux puissances ne soutiennent plus le régime, eh bien le régime, il s'effondre. C'est ce qui s'est passé. Alors pourquoi ces deux pays ne soutenaient plus le régime? Tout simplement parce que c'est les conséquences du 7 octobre, avec le massacre des Israéliens dans les conditions barbares que l'on connaît, qui entraîne la guerre à Gaza, qui ensuite a débordé sur le Liban. Le Hezbollah va encaisser des coups terribles, va perdre son chef charismatique depuis longtemps, hein, Nasrallah, euh, que je- que j'ai rencontré par ailleurs, que je connaissais un peu, mais je peux vous dire que c'était, face à Nasrallah, on était assez impressionnés quand même. Même si le personnage pouvait être bonhomme avec vous, évidemment. Mais donc l'histoire des beepers qui explosent, tout l'état-major du Hezbollah qui est décapité. À ce moment-là, une partie des forces du Hezbollah stationnées en Syrie reviennent au Liban pour faire face aux Israéliens. Et puis, on a une capacité de soutien du régime qui s'effrite. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il y a une attaque
des rebelles qui sont installés depuis longtemps et qui préparaient leur offensive depuis sans doute très longtemps également, mais c'est l'opportunité pour eux de faire quelque chose, et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, ni le Hezbollah, ni l'Iran, et ni ensuite la Russie ne va défendre le régime, dès lors le régime est face à des rebelles, alors que sans doute se battent-ils à un rebelle contre 5 soldats peut-être. Et pourtant, cette armée que Bachar el-Assad n'entretenait absolument pas parce qu'il faisait confiance à Téhéran, faisait confiance à Moscou. Donc les soldats n'étaient pas payés, mal payés. C'était vraiment dans une gabegie totale. Je sais qu'à une époque donnée, ils ont été nourris avec de la viande pour chien, cette armée. Donc cette armée ne refuse de se battre, ou se bat de façon très limitée, et à ce moment-là, c'est la déferlante rebelle qui s'empare d'abord de Alep, et à ce moment-là, les Iraniens s'enfuient, et ensuite qui conquièrent d'autres villes et qui prennent Damas très très facilement, quasiment sans combattre. Donc on a simplement un régime qui était complètement vermoulu, pourri jusqu'à l'os, qui s'effondre, et qui est remplacé par donc des rebelles, dont avec évidemment des points d'interrogation. Leur chef, Djoulani, était très connu comme à la fois un commandant d'Al-Qaïda puis de l'État islamique, avec lesquels il a rompu, avec lesquels il a même engagé des hostilités. Est-ce que lui-même a vraiment changé? Là, le constat est encore difficile à faire. Il y a des signes qui disent oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu une répression féroce à Damas lorsqu'ils sont entrés dans la ville. Tout ça est resté bien contrôlé. Il y a des signes qui disent non, le fait qu'il ait refusé de serrer la main à une ministre allemande, alors quand même que l'Allemagne a fait des efforts extraordinaires pour accueillir 1 million de réfugiés syriens. Il y avait quand même un geste qu'il aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Et ça me fait penser effectivement un petit peu à Khomeini quand il rentre en Iran en 1979 ou 80. Et à ce moment-là, il va cacher un petit peu qui il est pour mieux se dévoiler ensuite. Donc, avec une république islamique pure et dure, alors est-ce qu'il va se passer le même phénomène? On peut se poser la question. Je ne crois pas qu'on ait encore vraiment de réponse, mais c'est vrai que le refus de serrer la main à une femme parce qu'elle est une femme, ça veut dire que on ne serre pas la main à un ministre, on prend en compte d'abord sa dimension féminine, d'abord son sexe avant de dire « ben non, je ne vais pas lui serrer la main parce que c'est une femme ». Mais ça dénote déjà que son rapport aux femmes est le rapport d'un chef islamiste, et donc on peut se poser des questions et s'inquiéter. Pour revenir en arrière, moi, il y a 2 caractéristiques de l'État syrien qui m'ont pas mal impressionné. C'était d'abord l'existence, le fait qu'il ait trouvé refuge à Alois Brunner, le bourreau de Drancy, qui a été un SS impitoyable, Et de Nice. responsable de la répression et du massacre même. Je crois même que des Juifs ont été tués à Nice même, qui est quand même, dans la nomenclature allemande, qui n'était pas habituelle. Donc vraiment, le gars était assoiffé de sang. Et il s'est retrouvé à servir l'État El-Assad pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans. Oui, alors il a mal fini, tant mieux d'ailleurs, on peut se féliciter du fait qu'il ait mal fini. Je crois qu'il a fini complètement marginal, dans une petite chambre. Prisonnier. Ouais, quasiment prisonnier, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai qu'il a sévi pendant une vingtaine d'années. Alors si tu me demandes, est-ce que c'est lui qui a créé le système infernal de torture, ce labyrinthe des tortures, cet archipel des tortures, pour reprendre une expression qui me semble bien correspondre, je dirais non. Il a accompagné, mais la nature tortionnaire du régime, ça c'est le régime. Lui a effectivement peut-être rajouté quelque chose. On parle d'un supplice qui s'appelle la chaise allemande. Alors est-ce que c'est inspiré par Brunner? Peut-être. Mais qui consistait en quoi, la chaise allemande? C'est à tordre le corps et à le broyer. Oui, oui. C'est un des pires, enfin d'après les prisonniers. J'ai beaucoup interrogé de prisonniers, d'anciens prisonniers de Bachar el-Assad. Il y a toute une littérature aussi sur
les prisons syriennes avec d'excellents livres. J'en cite un, La Coquille, par exemple, un formidable récit d'un ancien prisonnier, chrétien par ailleurs, qui raconte ce que c'est l'enfer de la torture, avec des choses inimaginables, des tortures dont on n'a jamais entendu parler. Le parachute, par exemple, qui consiste à prendre un prisonnier avec quelques gardiens et le jeter en l'air pour le laisser retomber sur le sol, et le faire de façon répétée, jusqu'à ce que le corps soit complètement brisé. Donc la colonne vertébrale, par exemple. Pourquoi la Syrie? Pourquoi ils ont été aussi loin dans Alors, l'horreur? l'Irak, c'était pas mal non plus. L'Irak de Saddam Hussein, c'était pas mal non plus, hein. La Syrie, alors lequel était pire? Peut-être, je ne sais pas, je ne saurais pas dire. C'était quand même d'abord une façon de faire régner l'ordre des Assad, l'ordre baathiste, c'est-à-dire toute la population savait ce qui se passait dans les prisons, savait forcément, vu le nombre de prisonniers. Et c'était donc une façon de dire aux gens, si vous ne vous tenez pas tranquille, eh ben, c'est ce qui vous attend. Et c'est ce qui s'est passé avec le grand massacre qu'il y a eu en 1982 dans la ville de Hama, où à peu près 20 000 gens, des civils, ont été massacrés parce qu'un groupe de frères musulmans venus de l'extérieur, par ailleurs, s'était révolté. On a complètement anéanti la ville, pierre par pierre, maison par maison, rue par rue. Et donc, dans la tête de chaque Syrien, il y avait le souvenir de Hama et que ça se renouvellerait si jamais une autre ville ou un groupe de personnes était tenté par une révolte. Donc, c'était une façon déjà d'imprimer les mémoires. Chaque personne qui savait, qui pouvait injurier le régime, ne serait-ce que comme ça, avec un copain, pouvait être condamné à subir ces mêmes traitements. Et c'est ce qui explique en grande partie la chape de plomb. Mais ça s'est passé aussi au Liban voisin. J'ai fait des interviews d'anciens prisonniers libanais qui avaient connu les mêmes châtiments. Et lorsque les prisons sont sorties, on a découvert d'anciens prisonniers libanais dont on pensait qu'ils étaient morts, qui étaient là depuis 25 ans. Dans les oubliettes. Dans les oubliettes, oui. C'est Et quand c'était même... de l'abattage industriel, hein, c'était de la torture industrielle, c'est-à-dire qu'on torturait, même si il ne s'agissait pas de faire avouer. Au départ, on fait avouer qui tu connais, qui est contre le régime et tout ça, mais ensuite ça se perpétuait de façon quotidienne, et il ne s'agissait même plus de faire parler le prisonnier, mais de le torturer. C'est de la torture pour la torture. Ça a été donc très loin dans l'horreur, quoi. Ils ont été au porte ultime de la souffrance. Et Brunner, évidemment, a joué un rôle, mais alors, évidemment, c'est pas lui qui a bâti cet univers à la fois concentrationnaire et tortionnaire. On peut juste finir sur la Syrie, sur ce personnage incroyable qui nous a fait nous rencontrer un petit peu quelque part. Rifat el-Assad, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, il vient de repartir pour de nouvelles aventures. Il était revenu en Syrie. Et là, on dit qu'il est à Dubaï, je crois, ou ailleurs. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo comme ça de présentation? C'est le frère de Hafez el-Assad, donc le fondateur de la dynastie des Assad. Son frère, donc Hafez, qui est évidemment bien connu pour le rôle qu'il a joué au Moyen-Orient. Donc, à un moment donné, entre les deux frères, ça ne marche plus. Rifat est un ambitieux, un criminel de guerre, évidemment. Je parlais du massacre de la ville de Hama. C'est lui qui l'a orchestré. C'est lui, enfin, évidemment, avec l'accord de son frère. Et à un moment donné, entre Hafez et Rifat, ça ne marche plus. Rifat profite de ce que Hafez est hospitalisé pour essayer de prendre sa place. Ça ne marche pas. Il s'enfuit d'abord en Russie, ensuite il atterrit en France, où là, il est accueilli à bras ouverts par nos amis français. Et c'est absolument incroyable, alors qu'il a déjà beaucoup de sang sur les mains. Et du sang français. Et du sang français, puisqu'il y a eu le Drakkar, par exemple, l'assassinat du Drakkar, c'est-à-dire ce bastion des légionnaires français, des parachutistes français qui a été soufflé par un attentat suicide, mais dans lequel la Syrie avait sa part de responsabilité, enfin, une grande part de responsabilité, l'assassinat du juge de Lamar, par exemple, qui est vraiment imputable au régime syrien, et sur lequel, quand même, les autorités françaises ont été en dessous de tout. Enfin, je veux dire, la lâcheté en politique, je crois que ça ne marche. Il y a toujours un jour ou l'autre où ça vous retombe dessus. Ça vous retombe dessus, oui, absolument. Et donc, que je me souviens de la visite de Mitterrand, après quand même le Drakkar et après l'assassinat de Lamar, la visite de Mitterrand en Syrie, où dans une conférence de presse, on lui dit « Mais
Vous avez dit à vos amis syriens vous avez demandé aux Syriens s'ils n'étaient pas responsables? Et Mitterrand, qui n'est pas sans savoir la vérité, répond: «Oh, mais ils nous ont assuré qu'ils n'y étaient pour rien. Pourquoi ne pas les croire?» Quelle phrase quand même, quelle phrase, enfin indigne. Mitterrand qui a donné une médaille à Alors, Rifatier. c'est pas lui, c'est son âme damnée, Grossouvre, qui était devenu un intime. Alors Grossouvre s'occupait un peu des affaires, un peu diverses affaires, disons, au sein du cabinet de François Mitterrand. Je ne sais plus quel était son poste exactement, mais enfin bon, c'est lui Directeur qui des gère. chasses. Directeur Comment des chasses. Oui, absolument, notamment les chasses, donc, Ouais. et aussi la fille de Mitterrand aussi. Et c'est donc ce Grossouvre qui s'est entendu parfaitement avec Rifaat. Rifaat qui habitait donc dans les Yvelines, un château que je connais bien, j'y suis allé plusieurs fois, une propriété incroyable. Avec le Haras. Avec un Haras, absolument. Et donc, notre ami Rifaat était choyé. Quand j'ai fait une enquête sur lui assez longue, j'étais aller voir le maire de cette commune qui me dit: ben, chaque fois que j'ai un problème avec Rifaat, ça ne manque pas parce qu'il lâchait ses chiens dans les bois qui mordaient les promeneurs. Et, enfin, il n'y avait que des petits problèmes comme ça. Chaque fois que je lui envoie une note, eh bien, immédiatement, dans les jours qui suivent, j'ai un agent. Alors, il a refusé de me dire de quel service de renseignement français il s'agissait, mais il m'a dit un agent français une agente d'ailleurs, qui venait me voir et qui me disait: ah non, monsieur le maire, il n'est pas question que vous embêtiez Rifaat. Non, non, vous êtes un ami. Et donc, quelque chose quand même d'une proximité avec l'un des pires criminels de guerre, et même dans les mémoires d'un des responsables de ce qui s'appelle aujourd'hui la DGSE, eh bien, il raconte sa visite au château, et dans lequel il raconte qu'il a sa garde personnelle armée, alors que ce n'est pas un périmètre diplomatique, hein, c'est simplement son habitation. Il n'est pas diplomate d'ailleurs lui-même, il est une sorte d'électron libre. Et donc, la garde armée qui l'accueillait. Voilà, et on a toléré quand même un personnage aussi criminel, aussi mafieux, parce qu'il avait, c'est le plus grand propriétaire foncier de Paris quand même. Hein, quand il a eu ses problèmes il y a quelques années avec... Maison de la radio. Autour de la Maison de la Radio, notamment, absolument, l'avenue Kennedy, mais dans bien d'autres endroits. Il avait bâti un empire immobilier considérable, et le même empire encore supérieur en Espagne, plus des propriétés à Londres et en Suisse. Et donc, quand finalement la justice s'était intéressée, non pas à ses crimes, mais à ses biens mal acquis, eh bien, et qu'on a découvert son empire financier, c'est à ce moment-là qu'il s'est enfui, après la condamnation, qu'il s'est enfui donc. Enfin, un personnage de roman aussi quand même. Oui, c'est un personnage de roman. Oui, personnage absolument. incroyable, avec un physique très, très faustien, une Alors, tête... on n'a pas précisé, mais il a eu la Légion d'honneur. C'est ça. Et son épopée n'est pas encore finie, c'est-à-dire il est toujours vivant, contrairement à Faiz el-Assad. Oui, il est Bachar. toujours vivant, il n'est pas en très bonne santé, il est malade, il a plus de 80 ans. Donc, je ne sais pas... Et puis, il dispose toujours d'une fortune abyssale. C'est ça. En Espagne, notamment, il est... Alors, en Espagne, la justice n'a pas été aussi loin que la justice française, malheureusement. Mais c'est là qu'il a ses plus vastes domaines. Il a des propriétés du côté de Marbella qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Je crois qu'il a 500 propriétés. Incroyable. En Espagne. 500 propriétés. Incroyable. Comment des gens les criminels sont parmi nous. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et on laisse faire. Oui. Bizarrement. Pour conclure un peu sur le Moyen-Orient, c'est quoi ton estimation du truc? C'est quand même dark de tous les côtés. L'Iran, Israël. Israël, ça part en sucette complet. Le Liban, enfin tout ça. Le Liban va un peu mieux maintenant avec Ouais. l'élection d'un nouveau président, Joseph Aoun, qui semble avoir un certain courage déjà, que n'ont pas eu beaucoup de ses prédécesseurs, qui semble avoir une volonté de faire quelque chose, de mettre notamment le Hezbollah, certainement pas au pas, mais du moins quand même de le rendre un peu plus souple, de le contrôler en tout cas un petit peu, de prendre un peu sa place dans le sud du Liban, remplacer l'armée par
remplacer les unités du Hezbollah par l'armée. En tout cas, là, il vient d'être élu, donc je ne peux pas dire ce que si son entreprise sera couronnée, mais au moins on sent une volonté de faire bouger les choses. Mais l'État et le pays est exsangue depuis tant d'années, avec cette histoire extraordinaire qui est l'explosion du port quand même, hein, l'explosion du port qui est absolument sans précédent. C'est-à-dire que si on remonte l'histoire de cette explosion, on a à la fois on a le vertige de ce cargo qui arrive de Moldavie, Mozambique. qui va à destination du Mozambique, mais dont on sait qu'il n'ira jamais au Mozambique parce que le cargo est en tel mauvais état qu'il n'a pas la capacité de franchir d'aller aussi loin et d'être agréé pour franchir le canal de Suez, qui transporte un nitrate d'ammonium qui va rester pendant des années, qui va servir de réserve pour l'armée justement de Bachar el-Assad, pour ces tonneaux de TNT qu'elle lance sur les rebelles et sur la population civile. Enfin, bon, c'est une histoire trop complexe pour en parler ici, mais là, on a franchi le cap de toutes les absurdités possibles. Et la ville a failli être complètement rasée. C'est un mini Hiroshima, quoi. Oui, c'est-à-dire que heureusement qu'il y a eu seulement une partie de ces nitrates d'ammonium, 235 tonnes ou 140 tonnes à peu près, qui a explosé. Si c'était l'entière cargaison, Beyrouth aurait disparu. Mais ce que je voulais dire, c'est quel est le pronostic pour le Moyen-Orient? Oui, bien. Globalement, si on peut faire, c'est très compliqué. La chute de Bachar el-Assad est une excellente chose. Bon, même si le régime qui va lui succéder, on ignore ce qu'il fera du pays, mais on est débarrassé quand même d'un des pires tyrans du Moyen-Orient. Donc l'Iran, qui est le principal pays qui joue sur l'échiquier, a pris quand même des coups dans la figure importants quand même. Il a perdu son allié, le Hezbollah, a été décapité. Il a perdu son pivot stratégique qui est la Syrie. Même l'Irak, où il a quand même la main sur l'épaule des dirigeants irakiens, eh bien, l'Irak commence aussi un petit peu à flotter, donc des choses qui ne trompent pas quand même, des aveux de faiblesse. Ils ont durci la loi sur le voile l'année dernière, ils ont durci vraiment, vraiment durement, sévèrement, et là, il y a quelques jours, eh bien, ils ont suspendu cette loi, dans la crainte justement d'une reprise de la contestation dans les rues. Donc, ça, c'est une preuve de faiblesse, par exemple. Et il y en a d'autres. Le fait qu'ils reprennent les négociations sur le nucléaire aussi. Là, ils ont été vaincus. Évidemment, ils ne sont pas abattus, mais il y a eu quand même une lourde défaite et ils sont obligés d'en prendre compte. Tu t'intéresses désormais à un sujet complètement différent. Je ne sais pas comment tu es arrivé à ça. C'est George Orwell. C'est une biographie de George Orwell, c'est ça? C'est les 3 dernières années de George Orwell. Les 3 dernières années de George Orwell. Oui, parce que c'est là où il écrit son livre phare, c'est-à-dire 1984. Il sait qu'il ne pourra pas écrire 1984 s'il ne vit pas d'une existence monacale, reclus. Alors il choisit donc une île perdue des Nouvelles Hébrides en Écosse, et une petite ville avec seulement 200 et quelques habitants. Et là, non seulement il ne vit pas dans le seul village de l'île, mais il vit dans une retraite totalement isolée, à une 50aine de kilomètres, qu'on ne peut accéder in fine qu'en marchant pendant 2 ou 3 heures. Et là, il vit avec sa sœur, son fils adoptif, et c'est là qu'il va écrire 1984, tout en cultivant la terre, en vivant comme un moine. Oui, comme un moine. Et il écrit, plante des arbres, fait un potager, il sait tout faire. C'est un homme extraordinaire, George Orwell, il sait tout faire. Il fait des meubles, enfin, il pêche le homard, enfin, il chasse, il tire des lapins au Luger quand même, au pistolet Luger, enfin un personnage romanesque au possible. Mais en même temps, il est tuberculose qui lui court après et qui finira par l'emporter l'année après qu'il ait fini d'écrire 1984.
La Syrie, c'est aussi une épreuve pour les journalistes, s'il en faut, notamment, je crois, cette journaliste américaine que tu avais rencontrée à l'époque sur le terrain. Il y a eu des journalistes français, des journalistes américains. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la Syrie représentait et représente toujours un danger plus par rapport aux autres pays? Oui, alors d'abord, double danger. Il y avait le danger djihadiste, avec un certain nombre de journalistes qui ont été capturés. Certains ont été libérés, mais d'autres ont été exécutés. Égorgés dans des circonstances abominables. Il y a eu aussi les assassinats imputables au régime, notamment, je citais Rémi Hochlik, le photographe français, et d'autres. Et puis Mary Colvin, une grande figure du journalisme américain, avec lequel on s'était croisés dans la Syrie libéré, entre guillemets, c'est-à-dire qui échappait au contrôle du régime, et on avait décidé, on s'est rencontrés sur le chemin de la ville de Homs, qui était assiégée par l'armée syrienne à ce moment-là, qui s'était soulevée, mais qui était assiégée, et il existait un conduit souterrain qui permettait, depuis une zone libérée, passer sous les lignes ennemies et d'arriver en périphérie de la ville de Homs. Et donc, avec Mary Colvin et son photographe, on a tenté l'expérience qui était extrêmement difficile. Il fallait ramper pendant 3 kilomètres. C'est quelque chose des pires souvenirs de ma vie de journaliste. J'ai cru vraiment que je n'y arriverais pas. Aller-retour en plus. Et puis après, moi, j'ai quitté cette zone un peu avant, parce que je me sentais plus en état physiquement de supporter le ramper dans le tunnel à nouveau. Et elle est retournée, elle a été aussitôt tuée par un obus tiré délibérément sur une maison qui accueillait des journalistes. Et c'est là qu'elle a été tuée avec Rémi Hochlik, et puis il y a eu deux autres blessés graves. Donc là aussi, il faudra demander des comptes au régime, à ceux en tout cas, parce que même ça n'a pas été décidé par Bachar. Je veux dire, il y a tout un entourage qui a ciblé délibérément cette maison, sachant qu'il y avait des journalistes étrangers à l'intérieur. Et je pense qu'il faut quand même, je sais qu'il y a des enquêtes en cours, mais il serait décent que la justice. Et cette phrase un peu bidon finalement de dire ce sont les risques du métier, mais oui. En fait, ce sont les risques du métier, mais un métier qui devient quasiment impossible à faire à partir du moment où on met sa vie en danger. Alors qu'avec maintenant le problème des drones, qui n'existait pas encore à cette époque, et donc maintenant couvrir des conflits avec des drones qui peuvent à tout moment vous assassiner, c'est un danger auquel je n'ai jamais été confronté, Dieu merci. Je voulais te demander justement, le grand reporter finalement, est-ce que c'est pas aussi une voie une forme de journaliste en voie d'extinction finalement? Parce que quand on voit finalement les reportages, que ce soit en Syrie, c'est toujours des petits jeunes on sent qu'ils n'ont pas le feeling, ils n'ont pas la connaissance du terrain. Mais il faut bien qu'ils commencent à un moment ou à un autre. Donc, c'est juste. Mais on voit que des jeunes, c'est-à-dire oui. qu'il n'y a plus ce côté du journaliste, tu sais, avec le gilet multi. Ça, c'est la caricature, ça. Ça, c'est la caricature, mais des fois, la caricature ressemble à la réalité. Qu'est-ce que tu crois, qu'est-ce que tu penses de l'avenir du grand reportage? Est-ce que c'est quelque chose... Il va devoir s'adapter. Je pense que maintenant, quand vous avez une menace, moi j'ai bien connu la menace des hélicoptères en Afghanistan, des hélicoptères soviétiques qui vous traquaient et qui si vous trouvaient, ils vous tuaient. Donc, mais c'était moins dangereux que le drone. L'hélicoptère, vous le voyez, si vous vous confondez avec le sol, si vous vous asseyez, regardez surtout pas en l'air, parce que les Afghans disent il va voir vos yeux, je ne sais pas si c'est vrai, mais et faire comme si on était un rocher et l'hélicoptère passait. Avec un drone, c'est plus possible, ça. Il va surtout avec un drone équipé d'intelligence artificielle. Mais maintenant, comment vient-on à bout du drone? Eh bien, il y a des systèmes qui brouillent le drone, qui sont maintenant accessibles
les combattants ukrainiens ont des systèmes pour brouiller le drone, par exemple, voilà, ou pour quitter la voiture juste au moment où le drone va arriver. Vous voyez, donc on trouve il y a des parades qui viennent, mais effectivement, la menace des drones est quelque chose de terrifiant. Alors, c'est George Orwell qui le disait, il dit dans un monde de deceit, c'est-à-dire de mensonges, d'exagération, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Tu partages cet avis, dire la vérité, c'est de plus en plus difficile, mais il faut quand même la dire parce on doit faire cette révolution sur soi-même, en fait, quelque part. Pour pouvoir analyser ce qui ne va pas chez nous, il faut peut-être aller dire chez les autres ce qui est la réalité. Oui, alors je ne connaissais pas cette phrase, mais je connaissais celle de Conrad. Conrad qui dit le mensonge, donc le contraire de la vérité, est une forme de pourriture. Et à partir de ce moment-là, tout est corrompu. Donc oui, l'exigence de la vérité est absolument importante. Je crois que Orwell s'est toujours battu pour la vérité. Et sur le personnage, je voudrais juste ajouter une chose merveilleuse parce que, pour finir sur une note très positive, pendant la guerre d'Espagne, où il a combattu avec son vieux fusil en tant que simple petit soldat, où il a failli mourir puisqu'il y a une balle qui lui a traversé le cou. Et à un moment donné, ils partent à l'assaut d'un fort ennemi. Les franquistes qui défendaient le fort s'enfuient. Et à ce moment-là, il a un soldat franquiste dans son viseur. Donc il le cible, il va pour appuyer sur la détente, et à ce moment-là, le soldat perd son pantalon. Et là, Orwell ne tire plus. Orwell ne tire plus, pourquoi ? Parce qu'un homme qui perd son pantalon, pour lui, ce n'est plus un ennemi, c'est simplement un pauvre type qui s'enfuit, et il ne se sent pas le droit de lui donner la mort. Et ça, je trouve que c'est une preuve d'humanité qui est absolument merveilleuse. Ouais, c'est formidable. Et ça va à l'encontre aussi de la même photo. J'imaginais la photo de Robert Capa pendant cette même guerre avec le soldat qui tombe et ce célèbre poster des années 70 où on met Why, où on écrit Why. Donc voilà, d'où l'importance du photojournalisme et du journalisme tout court. George Orwell était aussi un journaliste en quelque sorte. Ah, c'était d'abord un journaliste, oui, absolument. Pour finir, peut-être pour conclure, moi, ce qui me trouble avec Orwell, c'est la préscience qu'il a eue des choses arrivant. C'est-à-dire, bon, c'est un peu la tarte à la crème Big Brother, mais bon, il a quand même... Et tout ça est né dans sa tête quand même, dans une île où on est à milliards de kilomètres de Big Brother, puisque l'île du Jura où il a écrit 1984, eh bien, il n'y a pas de monde virtuel, il n'y a pas de caméra de surveillance, surtout à son époque, mais même encore aujourd'hui, où les seuls ennemis qu'il a dû affronter, c'est des troupeaux ce sont des lièvres qui venaient manger son potager, ou des intempéries qui sont phénoménales. Bon, sur ces bonnes paroles, donc Jean-Pierre, on va arrêter là ce premier podcast. Peut-être ce qui serait peut-être amusant et qui pourrait te tenter, c'est qu'on fasse une espèce de round-up sur l'actualité tous les 2-3 mois, une espèce de commentaire. Je suis sûr que les gens vont t'écouter parce qu'il y a quand même des choses que tu accompagnes l'idée, l'image d'une manière très efficace. C'est quand même assez agréable de t'entendre parler et raconter tes expériences. Alors, merci beaucoup Richard. Si je peux me permettre de terminer par une citation qui m'a toujours guidé, une citation d'Antonio Machado, grand poète espagnol. Il disait « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Voyageur, il n'y a pas de chemin, on fait son chemin en marchant.